j'ai la carte d'identité thaï. Donc j'ai dit, même si je ne ressemble pas à un Thaïlandais, j'ai quand même la carte d'identité. Et je la sors comme un agent du FBI ferait aux États-Unis. Hein. Quelle ville n'a pas de quartier rouge? Enfin, je veux dire, à Paris, tu peux aller voir la Tour Eiffel, mais tu peux aller faire un tour à Pigalle. Moi, si on me met un coup de pression, c'est tsunami derrière. Hein. Je ne suis pas du genre à répliquer un coup de pression sans coup de pression non plus. Donc, Tu te sens plus en sécurité à Paris ou à Bangkok? à Bangkok. À Bangkok, pourquoi? Bah, parce que les gens sont plus détendus, plus d'argent, il a tout mis dans la maison et la maison ne lui appartient plus. Alors il fait quoi? Ben, il rentre. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait le médical légalisé le 9 juin et finalement le festif, le 24 ludique, juin, le 24 juin, ouais, ils ont mis... 3 semaines après, Ouais. c'était parti pour la fête, quoi. Et puis le 5 mai, tu fumais un joint dans la rue, et si vous voulez, ils te prenaient, ils te foutaient un an en tôle, quoi. Évidemment. C'est ça qui est drôle, Et puis si tu fumes maintenant une cigarette électronique, tu peux aller un an en tôle. évidemment. Aujourd'hui, on va aller retrouver Yves. Yves est chanteur en Thaïlande. Ça fait 10 ans qu'il est en Thaïlande, ou peut-être un peu plus, il va nous en dire un peu plus après. Il est franco-thaïlandais, ça veut dire qu'il a la double nationalité. Et il va nous partager toutes ses expériences de la Thaïlande. De plus, Yves est chanteur ici. Et il est chanteur, il est ténor. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous aimez par exemple Andrea Bocelli ou bien Luciano Pavarotti, alors vous allez vous régaler parce que j'ai été voir plusieurs de ses concerts et vous allez voir, je vais vous en mettre pas mal à la fin de ces concerts sur peut-être entre 5 et 10 minutes. Mais c'est important, restez bien jusqu'à la fin pour le voir chanter, c'est juste incroyable. Il est accompagné aussi parfois de chanteurs. Et franchement, c'est juste incroyable. Je vous invite vraiment à aller voir aussi. Alors, restez là toute la vidéo, mais je vous invite aussi quand même à aller voir à la fin de la vidéo quand il chante. Voilà, écoute, j'espère que ça va te plaire cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Fais une petite pause maintenant, ça prend que 2 secondes et ça te permettra après de recevoir toutes mes futures vidéos sur la Thaïlande qui, j'en suis sûr, te plairont. Mon Instagram, il s'affiche juste là, c'est FunFormat, j'y partage plein de pépites, n'hésite pas à venir me voir. Et si tu as envie de me soutenir dans mon petit combat pour aider les enfants malades à l'hôpital, tu retrouveras sous la vidéo toutes les informations nécessaires. Grâce à tes dons, après on va dans les hôpitaux ou bien même des fois dans des refuges pour les animaux, pour apporter des cadeaux, tout ça pour les enfants, pour les animaux. Et tu retrouves toutes les informations nécessaires et plein de vidéos quand grâce à tes dons on va dans les hôpitaux. Voilà, allez c'est parti avec Yves. Salut Yves, comment tu vas? Ben, ça va super, et toi, Matt? Bah écoute, ça va, génial. Dis-moi, on est où là d'ailleurs déjà? On est à Momento Resort, tu vois, c'est un resort à Pattaya qui est super agréable, familial, avec piscine, décor de rêve, mais en tout cas familial et super cool. Et qu'est-ce que tu y fais ici? T'es expatrié, t'es français? Alors, je suis beaucoup de choses parce que je suis franco-thaïlandais. Donc, du coup, un statut expatrié sous mon passeport français, mais j'ai la carte nationale d'identité thaïlandaise. Donc, du coup, là, sous ma carte d'identité, je suis thaïlandais, voilà, simplement. D'accord. Et t'as quel âge et tu fais quoi du coup en Thaïlande? Est-ce que tu y vis? Est-ce que tu es en vacances? Alors, ça fait déjà 11 ans que je suis en Thaïlande, j'ai 50 ans, pour répondre à ta... 50 ans, t'as. Voilà. Ah, d'accord. Et puis, ça fait 11 ans que je suis là. Et donc, je travaille ici, en tant que, à la fois producteur de concerts, artiste de concert et puis coach vocal. Voilà. D'accord, très bien. Donc 11 ans que tu es en Thaïlande. Ouais. Et pourquoi ce retour en Thaïlande? Tu as vécu où avant? En France? J'ai vécu en France et puis en Amérique du Nord. En Amérique du Nord? Où Ouais. ça en Amérique du Nord? À Los Angeles, voilà, dans une ville que j'adore aussi. Et tu faisais quoi là-bas? Pareil? Pareil, Même métier? pareil, toujours le même métier, ouais. Donc tu as un très très bon anglais, je suppose. Hein. Tu parles combien de langues d'ailleurs? Je parle à peu près 5 langues. Ah bon? Ouais, Ah donc laisse-moi trouver. Tu parles l'anglais évidemment. oui, Tu parles français. oui. Parce que ta maman était française. Ma maman est thaïlandaise, c'est mon papa qui est Oui, français. pardon, ouais, ton papa était ok. Donc français, thaïlandais. Comment il faisait d'ailleurs, juste pour information à la maison, quand vous étiez ensemble, tous les trois on va dire, parce que tu as des frères et sœurs? Oui, 2 D'accord. petits frères, ouais. Donc quand vous étiez tous les 5 ensemble à la maison, vous parliez anglais? Non, alors au départ, comme je suis le premier, mes parents se parlaient anglais, ma maman me parlait thaï, mon papa me parlait français. Ça c'est top. Et puis après, tout le monde parlait français. Voilà. Ah bon? Ouais. La maman aussi? Oui, bien sûr. Elle a appris à parler français? Oui, bien sûr. Elle a appris comment?
Elle a appris en travaillant dur, en prenant des cours et puis en travaillant dur. Oui, Ouais. parce que la maman, elle a vécu aussi en France du coup. Elle vit en France depuis 50 ans maintenant. Ah, d'accord, très bien. Ok, et c'est quoi les deux autres langues? Laisse-moi deviner. Espagnol Ouais, espagnol, et italien. italien. Ah, je suis fort, t'as vu, promis, Bravo, je l'ai pas bravo. lu nulle part, hein, promis. Bravo, bravo. Promis. Bon, Bien très joué. bien. Alors du coup, par rapport au visa, t'as pas besoin de visa toi, t'es tranquille. Non, pas besoin de visa, non. Donc toi, tu fais des jaloux quoi, parce que nous on galère pour les visas, pour les working permits, des choses comme ça. Toi, tu es tranquille quoi. Tu fais ce Oui, que je tu veux. suis tranquille parce que je suis citoyen thaïlandais. En réalité, le citoyen thaïlandais, enfin les Thaïlandais, par définition, peuvent travailler, peuvent évoluer en Thaïlande sans visa. Mais ils ont besoin de beaucoup de visas pour d'autres pays, hein, pour aller en France, pour aller aux États-Unis. Enfin, c'est un parcours du combattant pour un passeport thaïlandais. Oui, mais toi, comme tu as les deux, tu es tranquille. Toi, tu Oui, voyages partout oui, dans bien le sûr, monde. bien sûr, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors du coup, exactement à Pattaya ou bien même en Thaïlande, tu y fais quoi? Donc tu y chantes, comment tu te produis Ouais. exactement? Alors, je me produis généralement 4 à 5 fois par semaine. Le reste du temps, je produis d'autres artistes en concert aussi, dans d'autres lieux. Parfois, ça arrive aussi que je produise à distance, donc des artistes que je fais booker à l'étranger. Et puis, je fais du coaching vocal, donc j'apprends aux gens à poser leur voix. Voilà, Ah bon, d'accord. Et ça, tu as des clients qui viennent te voir pour du coaching vocal et tout ça? exactement. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Peut-être s'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui voudraient peut-être être coachés vocalement s'ils viennent en Thaïlande, on peut te contacter? Je sais pas, je dis ça. Oui, là. bien sûr, j'ai mon email, email@yvesbaron.com, et puis il m'envoie une petite demande, quoi. D'accord, donc du coup l'email je le mettrai aussi, écoute je le mettrai là devant l'écran, comme ça, Merci j'y beaucoup. penserai, je le mettrai sur l'écran. Et je le mettrai aussi en description, comme ça Ok. les gens le sauront. Ouais. Pour du coaching vocal, Oui. et puis voilà, juste pour ça là. Oui, juste pour ça. Après, s'ils veulent la consultation pour des carrières musicales, mais là, on parle de gens qui veulent vraiment faire des carrières dans la musique. Quand tu manges en Thaïlande, tu manges plutôt dans les restaurants, street food, c'est quoi? T'as des bons plans à nous partager? Le street food, déjà, ce qui est très très rassurant, c'est que c'est une cuisine ouverte. Donc, on voit ce qui se passe, on voit les cuisiniers qui travaillent, on voit leur plan de travail. Et donc, ce qui est le plus surprenant, je pense, culturellement pour le street food, c'est de constater que c'est en fait super clean. Donc, les mecs nettoient tout le temps, les dames nettoient tout le temps. C'est vraiment un travail d'orfèvre, en fait, le street food. C'est vraiment un travail d'orfèvre, vraiment comme un diamantaire, on dirait, à Anvers, en Belgique. Et puis, il faut demander, ne pas hésiter à demander les plats non pimentés. En fait, il y en a autant que les plats pimentés, parce que culturellement, tout le monde se dit, bon, ben, le street food thaïlandais, ça ressemble au street food mexicain, ça va être, tu vois, chili sauce et compagnie. Alors qu'en réalité, il y a toute une gamme de produits à 50% qui n'est pas du tout pimenté. Donc déjà, il faut sélectionner le non pimenté. Et dans le non pimenté, il y a plein de saveurs extraordinaires. Il y a le lap, qui est une salade mi-cuite, c'est du... Lap. Ouais, de l'émincé de poulet ou de porc, pour ceux qui peuvent prendre du porc, enfin porc ou poulet, mélangé avec des légumes, de l'oignon, etc. C'est fabuleux. Et après, vous avez aussi tous les plats un peu à base de pâtes locales, de nouilles locales. Bon, voilà, tout le monde connaît un peu pad thai, c'est assez célèbre. Il y a pad kapao aussi, qui sont des nouilles plates assez costauds, un peu à la chinoise, avec des agréments en viande et légumes. Voilà, donc il y a plein. Il y a aussi, mon plat préféré, ça s'appelle le chicken rice. Chicken rice. Voilà. C'est facile, ça. Ouais, Poulet au riz, quoi. ouais. Ça fait un peu un kao pad thai, non? Non, c'est vraiment une autre recette. En fait, c'est un riz qui est aromatisé avec un poulet blanc, quoi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, très, Bon, très bah, bon. écoute, merci pour ces bons petits plans. Qu'est-ce que tu penses des Thaïlandais et de leur culture? Ouais, c'est une culture extrêmement forte. C'est un peuple qui n'a jamais été colonisé, ça c'est important. Donc ils ont préservé leur culture, ils ont préservé leurs terres, ils ont préservé leur propriété au sens large. Donc voilà, ça c'est une culture extrêmement forte, centenaire et millénaire, etc. Donc culture très ancienne. Évidemment, un petit dragon de la Grande Chine, hein, voilà, parce que les grandes familles, on les appelle les familles thaï chinoises, ça veut bien dire ce que ça veut dire, elles sont héritées d'un héritage chinois, évidemment. Donc c'est une culture très forte, beaucoup plus ouverte que la plupart des cultures asiatiques qui sont plus hermétiques. La culture thaï est quand même plus facile d'approche pour un occidental, ou voilà.
Maintenant, il y a des cultures asiatiques qui sont plus proches de la nôtre. Je pense notamment aux Philippins qui ont été américanisés et espagnolisés, les deux. Et donc qui ont déjà l'anglais en langue officielle. Donc c'est déjà un gain de rapidité de communication. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont différentes. Les Thaïlandais, il faut vraiment faire l'extra effort d'apprendre quelques mots thaïlandais, etc. Donc ils sont ouverts dans le comportement, mais il faut faire un gros effort de pont culturel quand on est occidental. Pourquoi autant de Russes à Pattaya? Pourquoi des Russes de partout à Pattaya? Pourquoi pas à Bangkok? Parce que déjà les villes les plus proches du sud de la Russie ne sont qu'à 3 heures de vol de Pattaya. Donc déjà il y a une proximité géographique assez facile. On parle du sud, hein. Donc ils arrivent assez facilement à Pattaya. Et ça a été une manière de couper l'hiver pour les Russes, un peu comme certains Occidentaux peuvent avoir 2 mois, 3 mois, s'ils font les marchés, s'ils sont saisonniers, s'ils ont l'intermittence du spectacle, ils peuvent couper leur hiver. Bon, ben, les Russes, définitivement, ils ont un hiver encore plus rude que chez nous, donc ils venaient facilement en Thaïlande. Et Pattaya a été leur pari, et alors plus étonnant, Pattaya a été leur destination lune de miel. Donc c'était organisé par des tours opérateurs lune de miel, et donc il y a beaucoup de jeunes couples russes qui sont venus cristalliser leur lune de miel à Pattaya, en fait en achetant ce qu'ils appellent la datcha. La datcha en russe, c'est la résidence secondaire. Donc normalement ils l'achètent en province russe, et bien la province russe de la datcha, c'est devenu Pattaya, et c'est des gens qui ont acheté des propriétés, des petits condos, des petits appartements, et qui viennent en réalité soit la moitié de l'année pour couper l'hiver, soit tout le temps. Donc tu es en train de dire qu'on va dire en juillet-août, il y a beaucoup moins de Russes, quoi. C'est ça? Non, ils sont toujours là, ceux qui habitent là habitent Et puis toujours là, là. je pense que par rapport aussi à la guerre, tout ça, il y en a beaucoup plus maintenant qu'on fuit. Enfin, c'est même sûr. Bah, c'est normal. Ils ont fui. C'est normal, et il n'y a pas qu'en Thaïlande qui fuient, ils viennent Ils à n'ont pas envie de Bali. se battre, quoi. Ceux qui sont là, souvent, ils n'ont pas envie de se battre, quoi. Bah, qui a envie de se battre? Ouais. Personne. Plus maintenant, c'est fini ça. On n'en veut plus. On veut plus de guerre. On ne peut plus. Non. Tiens, en parlant de se battre, il paraît qu'en Thaïlande, il ne faut jamais s'énerver, il ne faut jamais faire perdre la face aux Thaïlandais. Bien sûr. Est-ce que toi, en 11 ans, ça t'est quand même arrivé à un moment, putain, fais chier, mais de péter un plomb, quoi. Péter un plomb et du Oui. coup. Oui, bien sûr. Mais maintenant, ça reste dans les clous, le pétage de plomb. Parce que comme je parle le thaïlandais, je peux quand même mieux les aborder ou me défendre s'il y a une contestation. Mais c'est des petites contestations commerciales. Je m'énerve vraiment pour des grosses choses. Moi, ce qui peut m'agacer, c'est les petits détails. C'est quoi, ça a été quoi ton plus gros coup de pression que tu as mis à un Thaïlandais en 11 ans C'est plutôt moi qui l'ai reçu, donc j'ai répliqué avec un coup de pression. Parce que moi, si on me met un coup de pression, c'est tsunami derrière, hein. Je ne suis pas du genre à répliquer un coup de pression sans coup de pression non plus. Donc, après, ça dépend des situations. Puis toi, tu parles thaï. Oui, et puis j'ai la carte d'identité thaï. Donc j'ai dit, même si je ne ressemble pas à un Thaïlandais, j'ai quand même la carte d'identité. Et je la sors comme un agent du FBI ferait aux États-Unis, hein. Donc oui, c'est arrivé, bien sûr. D'accord. Tu te sens plus en sécurité. Tu habitais où, toi, en France? À Paris. À Paris. Oui. Tu te sens plus en sécurité à Paris ou à Bangkok? À Bangkok. À Bangkok, pourquoi? Parce que les gens sont plus détendus, déjà, c'est d'emblée. Donc même si c'est une mégapole, c'est quand même beaucoup plus cool. Certainement que la chaleur écrasante aide un peu tout le monde, tu vois. Tout le monde est un peu en sueur, donc te dire... C'est énervé encore. Ouais. 3-4 degrés de plus, non merci. Là, Voilà, monter la chaleur. Quand tu es au mois d'avril, juste avant la fête de on est l'eau, encore bien là, la saison sèche. mars-avril, et que tu prends des 37 degrés à l'ombre avec un taux d'humidité à 90%, t'as pas trop envie de t'énerver. Donc ça, c'est vrai que c'est cool, ça facilite. Et clairement, on est plus en sécurité. Et puis, la mentalité asiatique, moi, je prends toujours l'exemple des femmes. Pour moi, c'est un exemple flagrant de la sécurité. Une femme aujourd'hui à Paris, en tout cas mes amis qui sont souvent dans le spectacle, des très belles filles, etc., qui sont souvent des mannequins dans la mode, la mode de lingerie, etc., donc qui ont des tenues, on va dire, des belles tenues de femmes très féminines, etc. Et ce sont des tenues qu'elles ont rangées au placard en France, parce que il y a ici et là, etc., tu vois,
mini altercations. En Thaïlande, elles les ressortent, elles se baladent à 3 heures du mat à Bangkok, personne ne les regarde de manière agressive. Salut. Salut. Ça va? Et donc, bien. Et donc voilà, donc ce phénomène de sécurité, pour moi, l'instrument de mesure, c'est les femmes. Et quand je vois mes amis du spectacle qui arrivent et disent, écoute, ces robes-là, on les a sorties qu'à South Beach, à Miami, parce qu'on faisait un show dans une discothèque. Elle a dit, à Bangkok, on se balade avec, c'est un vrai bonheur. Et personne ne nous embête, quoi. Parce que la culture thaïlandaise n'est pas basée sur le contact physique, comme toute culture asiatique. Il y a une distance, on dit bonjour comme ça. Voilà, les Thaïlandais, c'est rarement des embrassades. Après, le mot le plus important en Thaïlande, enfin, c'est sud-est. C'est un peu le sud-est de la France. C'est quand même des petits méditerranéens de l'Asie, les Thaïs. Ils ont le chant chaud, ils ont le verbe haut, ils sont mat, ils sont joviaux, ils adorent la nourriture, hein, tu connais. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, un Thaïlandais est capable de s'alimenter 5-6 fois par jour. Alors en petite quantité, mais quand même. Ouais. C'est-à-dire, c'est hallucinant. D'ailleurs, en parlant de ça, Yves, tu sais que vraiment, je pense pas que ce soit que dans ma tête, mais depuis, moi, je suis venu la première fois en Thaïlande il y a 17 ans en arrière. Oui. Et honnêtement, moi, je les ai vus en 17 ans. J'aime pas dire ça, il faut pas juger les gens, je juge pas, mais je les ai vus grossir. Ah oui. Je pense à la malbouffe, je les ai vus grossir. Je trouve qu'il y a 17 ans, ils étaient plus maigres que maintenant. Alors, c'est peut-être idiot ce que je dis. Non, c'est complètement vrai. Je vais aller plus loin. C'est le deuxième pays le plus obèse après la Malaisie en Asie du Sud-Est, la Thaïlande. Il y a un taux d'obésité qui est hallucinant. Hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Ouais, ça fait 17 ans que je ne suis pas... Il y a un mélange de plein de choses. Je pense que il y a un côté trop de nourriture occidentale, comme tu disais, un peu malbouffe. Mais c'est surtout, au-delà de la malbouffe, c'est surtout que c'est pas adapté. Je pense que c'est pour ça que c'est important de s'alimenter thaïlandais en Thaïlande. Pourquoi? Parce que c'est même avec la vibration, avec les harmonies de la température de ceci, c'est adapté tout simplement. C'est vrai que quand tu prends un gros hamburger à 37 degrés dans un cagnard, machin, bon, c'est bien de temps en temps, mais c'est pas adapté. Alors quand je vois des jeunes Thaïlandais qui se ruent dans les fast-foods, on va pas les nommer, mais voilà, qui se ruent dans les fast-foods alors qu'ils sont dans une chaleur incroyable et qui vont pas bouger derrière, parce que dans des climats plus froids, tu bouges pour te réchauffer. Là, ils n'ont pas ce truc-là à faire. Donc là, on devient dans la passivité, et donc la passivité plus la malbouffe, ça fait des gens qui prennent du volume. Et Yves, moi je dirais aussi que même si les Thaïlandais ne mangent pas tout le temps des burgers, il ne faut pas croire, j'ai déjà entendu dire, oui, la bouffe thaïlandaise est saine, c'est que des légumes, tout ça. Moi je vois, et j'ai même fait là, des vidéos street food où je cuisine avec eux, si tu veux. Bien sûr. Et à chaque fois, même dans les pâtes thaï, on rajoute du sucre. Dans chaque plat, on rajoute du sucre. Il y a du sucre rajouté, voilà, tu rajoutes de l'édulcorant ou je sais pas quoi et tout, incroyable. Et donc même dans ce qu'on croit sain, ben non, il y a du sucre, il y a tout ça. Il y a du sucre ajouté, et puis il y a des huiles utilisées qui sont grasses. Voilà, mais après, si heureusement la culture du fitness aussi est globale et mondiale, la prise de conscience fitness, comme on dit. Heureusement, mais bon. Et donc ça complète bien, parce que maintenant, tu as aussi l'autre phénomène, tu as aussi des Thaïlandais qui n'ont jamais été aussi bien foutus que maintenant. Aussi. Dans l'autre sens. Oui. Et oui. Oui. Il y a 17 ans, il y avait moins de salles de sport à Bangkok que maintenant. En mec et en femme, maintenant, tu vois des Thaïlandais, c'est des physiques impressionnants. Mais impressionnants. Moi, je connais des coachs sportifs thaïlandais, des mecs six-pack, et puis 1m90. Hein. La génération thaïlandaise des mecs d'1m60, c'est fini aussi. Hein. 100% thaïlandais. Hein. Ils ont bu du lait entre-temps. Hein. Maintenant, ils grandissent, les Thaïlandais. Des mecs à 1,90 thaïlandais, t'en as beaucoup plus maintenant. Hein. C'est flagrant. Et tu sais que depuis le temps, il y a, je sais pas, 15 jours que tu m'avais dit ça. Tu m'as dit que les Thaïlandais sont de plus en plus grands. C'est vrai. Et du coup, ça m'a marqué ce que tu m'as dit, comme bon, je suis un petit peu grand quand même moi aussi. Et effectivement, maintenant quand je marche, je vois, j'avais jamais remarqué ça. J'avais déjà remarqué que depuis 17 ans, bon j'étais venu entre temps évidemment, mais depuis 17 ans qu'ils avaient pris du poids les Thaïs, mais j'avais jamais remarqué qu'ils avaient pris de la grandeur aussi. Et effectivement, il y a pas mal de Thaïs qui sont grands aussi, effectivement, tu avais raison. Ça pousse, bien sûr. Dis-moi Yves, tu penses quoi des clichés sur la Thaïlande? C'est-à-dire que, par exemple, on va aller parler à
à Bernard qui habite dans le Luberon. Oui. Désolé si les Bernard qui m'écoutent qui sont dans le Luberon, qui a jamais bougé de Luberon, qui connaît même pas la Tour Eiffel, tu vois, qui a jamais vu la Tour Eiffel. Et tu dis, tiens, je vais déménager en Thaïlande, d'accord? Lui, souvent, dans la tête d'un Bernard, ça va être, il va aller baiser. Alors, je veux pas dire le mot parce que de toute façon, je vais me faire démonétiser ou je sais pas quoi là, et la vidéo elle sera plus vue, mais voilà, il va aller voir, il y a des prostituées, quoi, d'accord? Ah Ouais. bah voilà, il va en Thaïlande pour là-bas. C'est quoi cette histoire? Ça te fait quoi? Ça te dérange, toi? Moi, personnellement, ça me dérange ce cliché. Ça me dérange. Bah, c'est dérangeant et pas dérangeant, ça dépend comment on le prend. D'un point de vue moral, c'est toujours dérangeant. D'un point de vue factuel, ça ne l'est pas en réalité. Et puis, quelle ville n'a pas de quartier rouge? Enfin, je veux dire, à Paris, tu peux aller voir la Tour Eiffel, mais tu peux aller faire un tour à Pigalle. Enfin, on prend toujours l'exemple de Pigalle qui est complètement désuet maintenant parce qu'il ne se passe plus grand-chose à Pigalle. Ne rêvez pas, quand vous allez à Paris, vous allez à Pigalle, vous allez surtout être très déçu. Mais voilà, on disait il y avait le quartier rouge à Paris, il y a le quartier rouge incontestablement à Amsterdam, à Berlin, à Barcelone, parlons-en. Enfin, tu vois, dans plein de villes, en fait, il y a des quartiers rouges. Donc, là, effectivement, il y a des quartiers rouges à Bangkok, il y a des quartiers rouges même à Pattaya, où tout le monde dit ah, Pattaya. Mais Pattaya, le quartier rouge, il fait 2 km. Hein. 2 km sur une ville qui est immense. Donc, il y a un moment, oui, bon, ben, il y a un quartier rouge, ça ne définit pas ni toute une ville, ni toute une région, ni tout un pays. Penses-tu que certaines personnes, des foreigners, des Indiens, des Japonais, de ce que tu veux, on s'en fout, certaines personnes viennent en Thaïlande que pour le sexe? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et en Thaïlande, ils vont choisir Pattaya. C'est sûr. Oui, oui, bien sûr. Je te dirais, à partir du moment où c'est dans un cadre, il faut toujours qu'il y ait un cadre. À partir du moment où on touche pas à l'inoffensivité, je pense aux enfants, je pense aux animaux, je pense à plein de choses bizarres. À partir du moment où ça reste dans les clous, bon, que veux-tu, si c'est des gens qui ont une disette à ce niveau-là, qui rencontrent personne, j'en sais rien. Bon, mais il y a aussi des gens qui rencontrent et qui viennent pour le sexe aussi. Il y a des gens qui rencontrent pas et qui viennent pour le sexe aussi. Je pense qu'il y a tous les cas de figure en réalité. Ouais. Et j'ai déjà entendu parler d'arnaque, c'est-à-dire que des hommes blancs, je crois, Roger, 45 ans, fou amoureux d'une nana, s'est fait avoir à acheter une baraque parce qu'il est tombé amoureux et tout. C'est possible ça? J'ai déjà entendu ça. Oui, mais alors, on en revient au début de la conversation, c'est-à-dire la protection. Le système de protectorat thaïlandais. Donc comme la propriété doit appartenir à un Thaïlandais, si quelqu'un achète une maison, il y a plusieurs cas de figure, mais en gros, il faut qu'elle appartienne à 51% à un Thaïlandais. Donc de donner à sa compagne thaïlandaise les fameux 51% majoritaires de la maison, c'est normal aussi. C'est dans le cadre légal. Et si ça se passe mal, ben, la tentation quand tu es majoritaire de récupérer le pactole, et c'est une tentation qui existe et en plus elle est juste possible. Donc voilà, c'est toujours l'éternel débat, est-ce qu'on le ferait, est-ce qu'on le ferait pas nous? Si on avait cette possibilité de passer de 51% à 100% avec un coup d'avocat. C'est la question. Donc à partir du moment où le couple se passe mal, mais effectivement moi je connais le pote d'un pote qui est arrivé dans une maison où comme le titre de propriété final était alloué, enfin pas alloué, donné à sa femme, et qu'elle l'avait retransmis. Alors je savais pas que c'était possible. Mais en gros, il est retourné dans sa maison, il y avait 3 familles thaïlandaises qui étaient avec le titre de propriété. D'accord. Et puis il a dû retourner chez lui dans son pays, bien loin là-bas. Et plus d'argent. Plus d'argent, il a tout mis dans la maison, et la maison ne lui appartient plus. Alors il fait quoi? Ben, il rentre. Oui. Dis-moi, depuis maintenant plusieurs mois, ils ont légalisé le cannabis. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien. Pour toi, c'est bien. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après tout... T'es un fumeur, toi? Non. Non, pas du tout. Toi. Pas du tout, mais pourquoi pas. Je veux dire, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont passés du cannabis pseudo-médical, donc c'est CBD, c'est ça? Plus ou moins médical. Ouais, enfin, je crois que ça défonce quand même un peu leur truc. Hein. Moi, je fume pas, donc... Non, moi non plus, mais si tu veux, à vertu plus médicale, il y a plus de CBD, et je pense qu'à vertu ludique, festif, c'est plus de THC, d'après ce qu'on m'a expliqué, mais je peux me tromper, je peux inverser les deux. On s'en fout, c'est pas grave.
Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait le médical légalisé le 9 juin, et finalement le festif, le 24 ludique, juin, le 24 juin, ouais, ils ont mis. 3 semaines après, Ouais. c'était parti pour la fête, quoi. Et puis le 5 mai, tu fumais un joint dans la rue, et si vous voulez, ils te prenaient, ils te foutaient un an en tôle, quoi. Évidemment. C'est ça qui est drôle, Et puis si tu fumes maintenant une cigarette électronique, tu peux aller un an en tôle. évidemment. Donc il y a des choses un petit peu bizarres quand même des fois. Ah, c'est pas. Ben, les lois sont rarement faites sur la vraie vie, hein, mais ça vaut pour plein de pays, hein. T'as plus des amis thaï ou des amis français? Les deux. Les deux? Ouais. D'accord. Et quand t'es avec tes amis thaï, tu parles en thaï? Ouais. Couramment et tout. T'as un thaï couramment, bilingue? Oui, ça va. Maintenant, mes amis thaïs, ils adorent parler en anglais aussi, hein. Ah bon? Ah oui, parce que ça montre leur niveau de communication. C'est génial, c'est génial. Voilà, donc. C'est voilà. génial. Je t'ai ramené là, j'ai dans mon sac 3 surprises que j'ai ramenées pour toi de France. Mais tu as Merci. juste à me dire qu'est-ce que tu veux et je te les sors de mon sac. Qu'est-ce qui manque de France? 3 choses vraiment là qui te sortent de la tête là maintenant. 3 choses, je te les sors. Alimentaire, Allez, alimentaire, vas-y, sors-moi, je te sors ça. Qu'est-ce que tu veux? 3 choses. un fromage, Quel type de fromage? un comté, Bon, je te sors un comté, ok. ouais, Ensuite, je te sors quoi? un saucisson, Un saucisson, ouais, ok. Ouais. Je te sors ça. saucisson bien sec. Ouais. De quelle région? Oh, n'importe. Moi, j'aime tout, moi. Ok, et la troisième chose, je te sors quoi? Un truc qu'on trouve pas ici, un papy brossard. Un papier brossard? Ouais. C'est quoi ça? C'était les C'était les petits les gâteaux. cakes, non? Ouais, des cakes. T'étais un amoureux de ça? Ouais. Bon, super. Allez, je vais faire la dernière question avec toi. Attends, si je peux pas tomber droite, je suis pas. En tout cas, merci Yves pour cette interview. Merci. C'est génial, on a merci, passé Matt. un super moment. Merci beaucoup. S'il y a des gens qui nous regardent, peut-être tiens, des futurs expatriés, Oui. et qui, ça fait des mois ou voire même des années qu'ils disent putain, faut qu'on y aille, faut qu'on s'expatrie, faut qu'on se lance, faut qu'on ouvre un business en Thaïlande, faut qu'on fasse quelque chose. Et finalement, ils sont toujours restés en France parce qu'ils n'ont jamais passé le cap. C'est pas une critique, hein, voilà, c'est pas facile toujours, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce qu'on passe à l'action? Est-ce qu'on y va? Ou est-ce qu'on reste en France? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Toi, tu l'as fait il y a 11 ans. Tu as un conseil à leur donner? Mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire pas s'occuper de l'intendance de l'administration, prendre l'avion et venir. Voilà. Où que ce soit, partir. Partir, déjà, l'action dissipe le doute, comme on dit. Il faut faire l'intendance après. La charrue avant les bœufs, c'est très simple, l'expression française est magnifique. On met la charrue avant les bœufs, on vise la destination, on organise après. On ne s'organise pas avant, ça sert à Ah rien. bon? On n'a pas quand même un petit projet avant quand même avant de venir? Pour Non. pas se planter, non? Non. Eh, pourtant, toi, tu avais quand même ton projet avant et tu avais prospecté avant quand même. Oui, mais c'était léger. T'avais, Le gros, j'avais un contrat 3 mois, c'est tout. Ah, mais je c'était veux dire- qu'un contrat de 3 Oui, mois. oui, donc Tu travailles c'était plus avec eux maintenant? c'était léger. Je travaille toujours avec eux, mais sur d'autres établissements. D'accord. Donc c'était léger. Donc je suis venu à l'aventure. Et de toutes les manières, la force d'adaptabilité de l'être humain est ainsi faite. C'est que quand on vient à l'aventure, en réalité, on développe plus de ressources et finalement on devient plus intelligent que quand on vient trop préparé, c'est pas bon non plus. Il faut laisser la vie faire en fait. Parce que de toutes les manières, l'univers a une force centrifuge. Donc c'est l'univers. Moi j'adore, il y a un monsieur que je respecte beaucoup qui avait fait un magazine qui s'appelle Le Meilleur, où c'était que des trajets d'entrepreneurs qui avaient réussi, etc. Ce monsieur, il s'appelle Alain Ayache. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il a écrit un bouquin merveilleux avec ça. Il a dit, regardez la taille de la planète, regardez la taille de nos pieds. Si on était fait pour contrôler, nos pieds seraient plus grands que la planète. C'est le contraire. C'est la planète qui nous contrôle. Donc il faut l'accepter, la force centrifuge de l'univers. Donc tu mets la charrue avant les bœufs, on arrive, et en fait, tout va se dérouler comme du papier à musique, où il y aura des obstacles qu'il faut contourner, ça dépend de la force de caractère de chacun. Et puis si tout se déroule comme du papier à musique, parce qu'il faut savoir que la fluidité, ça existe dans la vie. Quand it's meant to be, it's meant to be. Moi, il fallait que je sois en Thaïlande. J'arrive, j'ai ce contrat 3 mois. 1 mois après, je suis engagé pour 1 an et demi à la Superstar Academy. Il fallait que je sois là. Sinon, si j'étais pas venu, et je le savais pas ça. T'as raison, mais t'as raison. Il faut se mettre le coup de pied au cul, il faut y aller, il faut Ouais. foncer. Et puis, moi, je me dis toujours, combien de fois j'ai échoué dans ma vie? C'est pas très grave. Alors, tu connais un peu ma vie maintenant. J'ai eu plein de belles réussites. Ouais. Ça se passe très très bien. Mais pour ça, est-ce que tu penses que j'ai pas échoué quelques fois? Ben. J'ai échoué énormément de fois. Mais j'en ai pris Voilà, j'ai pris, comme on dit, de l'expérience. Bien sûr. Et j'essaye de ne pas refaire ces mêmes. Mais je vais encore échouer dans le futur. Parce que certainement, dans le futur, j'aurai Mais- encore d'autres projets et tout. Et je vais encore échouer plein de fois. Le plus grand joueur de baseball de tous les temps,
C'est le plus grand home runner de tous les temps. Je ne sais plus son nom, mais sa statistique est extraordinaire. Il a échoué 70% des cas. Il a réussi 30% de ses home runs. C'est donc le plus grand baseballer de tous les temps. Il a réussi que 30%. Voilà, c'est tout. Donc la statistique du meilleur, c'est que 30%. Donc il y a 70% de déchets. C'est tout. À partir du moment où on sait ça, et c'est le plus grand mec de tous les temps. Donc on est complètement apaisé. C'est vrai que ça rassure d'entendre des choses comme bah ça. Oui, on est complètement apaisé. On se dit, bon, bah, de toutes les manières, sur 100%, il y aura 70% de déchets, et alors le tout, c'est de réussir à tenir les 30%, c'est tout. Il y a d'autres exemples. Je trouve aussi un exemple avec Bill Gates, je sais plus quoi. Bien sûr. Je sais plus sur quoi il s'était pas fait virer. Il avait postulé avant de faire ça. Il a postulé plein de fois et on lui disait non, monsieur, désolé et tout. Bill Gates, Steve Jobs, name it. Virgin Megastore, comment il s'appelle, Richard Branson, pareil. Il était tellement endetté quand il a fondé le label Virgin, il est retourné à la banque pour se réendetter. Et la banquière lui a dit, vous êtes complètement taré, vous allez tout perdre. Et c'est là où il a éclaté le score. Il est devenu... maintenant, il envoie des vaisseaux dans l'espace. Voilà. Bon, bah écoute, super, merci pour ces petites infos qui mettent du peps. Ouais, il faut, tu vois. Et c'était une super rencontre. Merci beaucoup, Matt. Maintenant plein de fois qu'on se rencontre. Ouais, mais au global. C'est une super rencontre. J'espère que, bon, je sais pas, ceux qui sont encore là, bravo, parce que... Bravo les amis. Et restez bien là, parce que là, après notre au revoir, je vais vous mettre quelques minutes de Yves et ses collègues quand ils chantent et c'est très très beau. Donc restez encore là. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Mettez-nous un petit commentaire, n'hésitez pas. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez envie. Mettez un petit pouce bleu si vous en avez envie. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me mettre. J'ai un petit compte Tipeee pour les associations d'enfants malades. Vous allez retrouver ça en description avec plein de vidéos quand grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux pour faire des cadeaux. Et puis voilà, nous on vous dit à très bientôt pour un prochain interview. Merci. Merci Yves. Ciao. Allez, salut les amis. Conteric Artiro Paesi che non ho mai veduto, vissuto con te, adesso ci vivo con te, Artiro. Su navi per mari che io lo so, no, non esistono più, quanti io rivivrò, quando non più catene, ma solo piangerò e lontano da te. How many you so near as you may hear All the angels cheer, 'cause we're together. Otherwise, it's such a ghastly day. Just say the word and we'll beat our bird down to Acapulco. It's perfect for a swinging honeymoon. They say, come fly with me, let's fly. Back up, let's fly away. from New York, we love Mr. Paul Breeze, ladies and gentlemen. All right, thank you. Bottle from
So if you really love me, do say yes.